Bonsoir à tous, c'est Point de Vue, ravi de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de la semaine au cours duquel nous allons traiter 4 sujets que je vous propose de découvrir tout de suite en images. Demain, c'est la fête à Macron, c'est comme ça que s'appelle la manifestation organisée par la France Insoumise, à qui on reproche d'entretenir une certaine forme de violence verbale, peut-être voire violence des actes. Vous nous donnerez votre point de vue sur ce sujet. Nous allons aussi parler de la délocalisation dans le Cher, préfecture Bourges, des services du Premier ministre. Édouard Philippe a passé 3 jours dans le Berry. Donc, est-ce que c'était une simple opération de com ou un vrai mouvement de contact auprès de la population? Vous nous donnerez votre point de vue. On va parler de mai 68, 50 ans après, les livres se multiplient, les couvertures de magazines aussi. Le bilan est-il globalement positif? C'est ce que pensent 70% des Français, si on en croit un récent sondage. Est-ce aussi votre avis? On en parlera. Et puis, nous parlerons enfin d'un dernier sujet, les syndicats, l'argent des syndicats. Hier, ils ont touché un chèque d'1 million d'euros. Les cheminots, pour pouvoir continuer à être payés pendant la grève. 1 million, ce n'est qu'une toute petite partie de l'argent des syndicats. Et si on a arrêté de leur donner de l'argent public, vous allez nous donner votre point de vue là-dessus. Pour débattre de ces 4 sujets, 4 invités. Benjamin Grange, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de Denso Consulting, directeur général de Denso Aegis France. On le sait, c'est un groupe qui s'occupe d'aider les marques, leur stratégie de communication, notamment dans les médias et dans le digital. Bonsoir Laurent Bouvet. Bonsoir. Vous êtes politologue, universitaire, essayiste. Vous êtes l'un des cofondateurs du Printemps républicain, un mouvement engagé dans la laïcité. Vous êtes aussi l'un des signataires du récent manifeste contre le nouvel antisémitisme en France. Guillaume Bernard est là aussi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes maître de conférence à l'ICES. Votre dernier livre, La guerre à droite aura bien lieu, le mouvement d'Extrogir, a été publié chez Desclés de Brouwer. Et bienvenue à Étienne Girard, journaliste politique à Marianne. Notre excellent confrère Marianne qui consacre sa couverture ce week-end, ce vendredi, à Vincent Bolloré et plus précisément à la chute de l'entrepreneur breton. On commence, enfin chute, en tout cas c'est la thèse que vous développez. Le début de la fin. Le début de la fin dans Marianne. On commence avec le climat un peu violent, un peu dur, un peu tendu qu'il y a en ce moment sur le front social et politique. Demain, 2000 policiers seront mobilisés pour encadrer la fête à Macron, cette manifestation voulue par la France insoumise. Emmanuel Macron, le président de la République, a reproché à ce parti cette semaine d'entretenir une forme de violence, une forme de tension en tout cas. Est-ce que c'est justifié ou non ce reproche? Je vous propose d'écouter 2 points de vue. On commence avec quelqu'un qui n'est pas membre de la France Insoumise, mais qui a un point de vue intéressant sur ce sujet. C'est Benoît Hamon, le fondateur du mouvement Génération. Il était ce matin sur France Info. Et pour lui, non, ce n'est pas la gauche qui est responsable de la violence du moment, mais plutôt le gouvernement. Que quand on fait des gestes exclusivement en direction des plus riches, on entretient aussi une radicalité parce que sa politique est brutale. Elle est brutale quand elle diminue le service public, elle est brutale quand elle piétine aujourd'hui le dialogue social. Et cette violence-là qu'exerce Emmanuel Macron, qui est une violence symbolique, elle crée forcément de la violence sociale. Violence symbolique, violence sociale, peut-être aussi violence tout court. Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France Insoumise, consacrait ce matin à ce sujet une conférence de presse. Et lui, non seulement il considère qu'il n'a pas de responsabilité, mais il accuse le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. Écoutez-le. Nous attendons de l'État qu'après avoir été instruit par ces innombrables défaillances le 1er mai, il sache se comporter le 5 mai. Je préfère dire à Gérard Collomb qu'il y a intérêt, parce que ça commence à faire beaucoup et son ardoise commence à être lourde. Il m'a refusé ma protection personnelle quand j'étais menacé de mort, alors qu'il le savait et que je ne le savais pas. Il a ensuite traité à la rigolade une tentative d'assassinat contre M. Castaner et moi-même. Alors maintenant, il est temps que Gérard Collomb fasse autre chose que de bafouiller à l'Assemblée nationale des invectives contre nous. Laurent Bouvet, le climat, il est lourd, là. Hein. Oui, un climat, disons, de violence symbolique, comme dirait Benoît Hamon, assez fort. Pour moi, il y a 2 choses, en fait, qui sont pas nécessairement liées, mais qui sont concomitantes et qui, évidemment, posent ce climat. Il y a d'abord
le jeu majorité France Insoumise qu'on voit durer depuis l'élection, depuis 1 an, avec un intérêt qu'on pourrait dire qui existe des deux côtés. On voit bien que dans la majorité, pour le président de la République, le Premier ministre, il y a un intérêt à avoir un opposant, non pas inoffensif, mais disons qui ne risque pas de pouvoir jouer un rôle, disons, d'opposition constructive avec des projets, etc. Qui se marginalise lui-même aussi, et qui est dans une sorte évidemment, de langage un peu violent. On connaît Jean-Luc Mélenchon, bon, il en joue depuis longtemps, c'était contre les médias pendant longtemps. Bon, là, c'est assez virulent. Et puis, il y a il y a ce jeu. Et la France Insoumise et Jean-Luc Mélenchon en jouent en se posant comme les premiers opposants pour mettre de côté, évidemment, la droite républicaine, les Républicains et évidemment encore plus à distance le Front National. Alors vous le savez, chers internautes, vous pouvez réagir en temps réel sur Twitter, sur les réseaux sociaux. Et voici quelques points de vue. Béatrice nous dit pourquoi le gouvernement n'a pas fait le nécessaire pour empêcher les casseurs dans leurs méfaits. Ils savaient et on laissait faire. Ça, c'est évidemment une allusion aux manifestations violentes du 1er mai. François nous dit, la violence n'est-elle pas incarnée par le marché, par les réformes, par les expulsions, par les injustices? Donc cette violence physique, on pourrait trouver, selon François, l'origine dans la violence sociale. Et Jean-Pierre nous dit, je demande la dissolution des syndicats et de la France insoumise. Ça coûte cher aux Français au sens propre, comme vous figurez. Voilà une mesure radicale. Alors ça, c'est la deuxième chose, en dehors de ce jeu. La deuxième chose, c'est effectivement violence sociale, violence donc du capitalisme, du gouvernement, avec ses réformes plutôt libérales, etc. Et justification de la violence dans la rue. Et là, il y a un problème quand même qui est assez classique dans l'histoire de la pensée politique de manière générale, c'est à quel moment la violence qu'on disait ouvrière au XIXe siècle, la violence du mouvement social, la violence de la rue, la violence émeutière, est légitime contre le pouvoir en place. À quel moment? On peut se poser cette question. Si l'État est une dictature, si l'État n'est pas un État de droit, s'il n'y a pas d'élection régulière, s'il n'y a pas de pluralisme de la presse, s'il n'y a pas de liberté de manifester, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir? C'est pas le cas là. Évidemment, la violence ouvrière, la violence de ceux qui n'ont rien, qui sont sans arrêt oppressés, etc., est légitime. Voilà, même si là, en l'occurrence, les Black Blocs, ce pas vraiment des ouvriers, d'après ce qu'on voit pour les premiers. Là, il y a quand même, on est à 1 an après une élection qui a donné une majorité, le 3e tour social dans la rue, qui n'a pas eu lieu à l'automne contre la loi travail. Pour vous, ça n'est pas légitime. Voilà, on est toujours dans ce processus. Étienne Girard, est-ce qu'il y a une part de responsabilité, selon vous, de la France insoumise, avec une violence qui est purement verbale, mais dans les débordements qu'on enregistre ces derniers temps? Pour le coup, je ne pense pas. Et je trouve que c'est un mauvais procès qu'on fait à la France insoumise. On peut très bien trouver que Jean-Luc Mélenchon a une expression outrancière, des idées populistes et démagogiques, mais dresser un signe égal entre peut-être sa violence parfois verbale et les violences physiques commises par les Black Blocs, ça me paraît aventureux et très exagéré. Tant Édouard Philippe que Emmanuel Macron l'ont fait. Mais effectivement, je pense que ça rentre dans cette dialectique qu'on voit depuis le début du quinquennat, dans laquelle aime se mettre La République En Marche en pointant du doigt la France insoumise comme finalement son premier opposant, mais un opposant trop outrancier, un opposant émeutier, et c'est une façon à la fois de les mettre en valeur et de les décrédibiliser. Alors, voilà, je pense que ce n'est pas un bon procès à faire, autant les décrédibiliser sur les idées et pas sur les supposées conséquences qu'engendrerait leur prise de parole. Alors, les internautes du Figaro, eux, ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. C'est la question du jour. Hein. La France insoumise attise-t-elle une grande violence, comme l'a dit Emmanuel Macron, en particulier avec cette manifestation organisée demain à Paris, la fête à Macron? Il y a 76% des votants, on rappelle que ce n'est pas un sondage, hein, puisque sur la base du volontariat, qui considèrent que oui. Faites-vous partie de ces 76%, Guillaume Bernard? Là, en l'occurrence, pas vraiment. Parce que je pense sincèrement que l'on oublie un peu rapidement la violence verbale
qui avait lieu dans les débats, notamment parlementaires, sous la Troisième République. Je pense que Jean-Luc Mélenchon, ici, ne fait qu'utiliser, je dirais, la fonction tribunicienne, essayer d'utiliser effectivement un discours qui soit fort, qui soit agressif, mais pour tout simplement essayer de se positionner politiquement. Sincèrement, je ne pense pas que l'assimilation entre les violences de rue, et attention, il va falloir peut-être un tout petit peu préciser desquelles, avec le discours de Jean-Luc Mélenchon, est parfaitement acceptable. D'autant que les violences de rue que nous avons vues ces derniers temps, elles ne sont pas, je dirais, un débordement du syndicalisme révolutionnaire. Elles sont très précises. Si vous voulez, on retrouve ces violences, elles sont, justifiées intellectuellement, notamment par Kropotkin, et c'est le vieux débat... Par qui, pardon ? Kropotkin, Pierre Kropotkin. Les fondateurs de l'anarchisme. Voilà. Et par le fait qu'il y a, au tournant du 19e et du 20e siècle, une scission entre les anarchistes qui considèrent qu'il faut aller vers le syndicalisme et ceux qui considèrent qu'il faut aller vers ce qu'on a appelé l'illégalisme. C'est le débat entre Sébastien Faure et Jean Grave. Ceux qui considèrent par exemple que le vol, et la destruction de mobilier urbain, c'est une forme de vol, que le vol est un acte révolutionnaire. Et pour vous, donc ça, c'est un petit milieu très précis avec cette idée que si on fait preuve de violence, on va avoir un effet d'entraînement pour entraîner la révolution. Honnêtement, ce n'est pas tout à fait ce que veut faire Jean-Luc Mélenchon. Et est-ce que vous considérez que les blocages d'universités, c'est une forme de violence ? En tout cas, envers les étudiants qui, eux, veulent passer leurs examens, oui, ça c'est Parce certain, que là, pour le coup, la France Insoumise, elle était à fond derrière. Il y a une violence symbolique très forte qui est notamment d'empêcher des étudiants de venir voter dans les AG pour maîtriser les AG. Mais c'est une vieille technique employée par les syndicats étudiants de longue date. C'est pas nouveau. C'est modérément démocratique, on est d'accord. C'est modérément démocratique. Ce qui est nouveau, en revanche, dans les blocages d'université, il y a très très peu de cas, mais ça marque beaucoup, c'est le discours qui est tenu, la dégradation des locaux, et le discours qui est tenu, un discours extrêmement idéologiquement très particulier, qu'on peut appeler indigéniste, sur la non-mixité raciale, sur des choses comme ça. Ça, c'est tout à fait nouveau dans le milieu étudiant. Avec des conférences interdites aux Blancs, par etc. rapport à ce que ça a été sur les derniers grands mouvements étudiants depuis 68, 86, etc. Et d'ailleurs, Mélenchon est dans une situation compliquée parce qu'on sait très bien qu'il y a une tendance communautariste et une tendance jacobine au sein de la France insoumise. Et lui, il est obligé d'essayer je dirais, de maintenir la cohésion. Sans quoi son mouvement ne représenterait plus grand-chose. Il n'aime pas en parler. On l'avait vu à la télévision. Mais c'est réel. Benjamin Grange, on a fait un grand sondage, même à l'occasion des 1 an d'Emmanuel Macron, pour voir un petit peu comment est-ce qu'il était ressenti. Quand je dis on, c'est vous et nous avec nos camarades d'Odoxa. Globalement, est-ce que le président de la République souffre dans son image, dans sa perception par les Français, de ce climat assez tendu ? Alors en fait, sociologiquement, c'est une des rares fois où il y a une telle fracture entre la France d'en haut et la France d'en bas. Et d'ailleurs, quand on regarde le sondage avec une question « Avez-vous une très bonne ou mauvaise opinion d'Emmanuel Macron ?» Si la régie veut bien nous afficher ce sondage, on s'aperçoit que c'est extrêmement partagé. Et quand on creuse derrière finalement cette moyenne, où on ne sait pas si la bouteille est à moitié vide ou à moitié pleine, on s'aperçoit qu'on va trouver un Emmanuel Macron adulé par les sympathisants d'En Marche, à 97%. On va le trouver très porté aussi à 51% par les sympathisants du Parti socialiste, 57% par une majorité de sympathisants LR, et par contre, quand on regarde le Front National et la France Insoumise, là, c'est un rejet à respectivement 76 et 78%. Mais quand on regarde sous un autre angle, on va avoir un autre éclairage. Et l'autre éclairage, c'est de regarder finalement les différences sociologiques. Quand on regarde les cadres, ils ont 70% de bonne opinion d'Emmanuel Macron. Quand on regarde les Français aux revenus le plus élevés, 60% ont une bonne opinion d'Emmanuel Macron. 52% des urbains, en tout cas ceux dans les villes, dans les grosses villes. 62% des diplômés ayant un diplôme d'études supérieures. Bref, tous ceux qui vivent un peu comme étant les gagnants de la mondialisation. Et puis, voilà. Et puis, à l'inverse, on va trouver les ouvriers, 61% de mauvaise opinion. On va trouver également les Français aux plus bas revenus, 60% ont une mauvaise opinion, les moins diplômés, les France périurbaines, etc. Et finalement, cette espèce d'étiquette de président des riches
colle à Emmanuel Macron comme le sparadrap sur le capitaine Haddock. Le capitaine Haddock. Et finalement, ce point-là, ça empêche de dresser un vrai bilan après un an qui soit un bilan véritablement objectif. Alors, je voulais juste, sur les propos de vos propos, Guillaume, revenir sur la manière dont les Français ont perçu les événements du 1er mai. Parce que quand on regarde finalement ce qu'ils en disent, on pourrait s'attendre à une condamnation assez brutale des événements et de la violence associée. Et finalement, pas tellement. Pas tellement parce qu'une grande partie des Français comprennent sans approuver. Alors, qu'est-ce qu'ils comprennent ? Ils comprennent finalement que la lutte des classes, elle est terminée. Enfin, je veux dire, le capitalisme a gagné, et donc il ne reste que cette violence comme moyen finalement d'expression et finalement de refus de ce monde capitaliste. Donc on a une partie des Français qui s'expriment comme ça qualitativement de manière très nette. Et puis on a une autre frange, plus minoritaire des Français, qui finalement comprennent, mais également approuvent les violences. Et cela, au-delà d'approuver, se pose la question de comment ils ont perçu la réaction de la police. Et là, il y a une condamnation unanime. Personne ne comprend que les forces de l'ordre aient finalement, oui, pas mis du temps, mais en tout cas justifié leur action à travers ce leitmotiv de dire on préfère la casse matérielle à la casse humaine. Ils ont temporisé. Voilà. Alors c'est la chose, c'est que les syndicats n'ont plus la force aujourd'hui d'avoir des services d'ordre capables d'éjecter ces individus. Parce qu'ils sont aussi à la fois des syndicats avec des services d'ordre plus faibles et puis des casseurs extrêmement nombreux qui se regroupent extrêmement vite, parce qu'en termes de technique, moi je ne suis pas un spécialiste, mais je me suis renseigné auprès de spécialistes, c'est extrêmement compliqué quand tout d'un coup vous avez 1000-1200 gars qui arrivent, qui mettent leur capuche, qui se masquent et puis qui se regroupent et qui commencent à et qui se dans un cortège, outils, et ils étaient séparés du dispositif de maintien de l'ordre notamment donc autour d'Austerlitz, par un ensemble d'environ 10 000 manifestants qui étaient entre les deux. En fait, ils avaient manœuvré de telle sorte qu'ils puissent avoir du temps par rapport à l'arrivée des forces de l'ordre. C'est ça le... Voilà, on a beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux. Béatrice qui nous dit « Je vote à droite, mais Mélenchon n'a pas tout à fait tort. Cette violence aurait pu être empêchée. C'est un jeu dangereux qui est joué. » Quant à Nick qui nous dit « Un politique qui encourage la violence est un criminel car il y aura des blessés. » J'imagine que c'est une allusion à la manifestation de demain. Et ils en seront responsables. Étienne Gérard, vous pensez que la France Insoumise prend un risque en organisant malgré tout cette manifestation de demain? Et puis peut-être un commentaire aussi sur ce nom, la fête à Macron. On sait bien que dans le langage familier, faire la fête à quelqu'un, ça peut vouloir dire lui faire passer un sale quart d'heure. Le nom est équivoque. En effet, on peut aussi le voir comme une irrévérence à l'égard du président de la République. C'est équivoque, elle est délibérée, pas particulièrement belliqueuse. Oui, bien sûr. Mais alors, on est toujours dans ce registre on est à la lisière de la violence verbale et de l'irrévérence humoristique. Pour passer à la violence physique, il y a quand même un pont qui n'a jamais été franchi par la France Insoumise. Mais cela dit, vous avez raison, ils prennent un risque à organiser tout de même cet événement demain, parce que s'il y a 1 millier de Black Blocs et que la manifestation dégénère, on dressera cette fois un signe très clairement égal entre la France Insoumise et ses extrémistes d'extrême gauche. En même temps, politiquement... accuser ce coup-ci l'extrême droite comme il s'en est ridiculisé. Absolument, mais politiquement, il faut le comprendre aussi, il ne peut pas reculer et dire « bon, il y a des risques de débordement, on annule tout ». Il est en quelque sorte bloqué là, politiquement sur ce coup-là, et donc il préfère prendre le risque qui peut être tout bénéfice s'il n'y a pas de débordement et s'il y a beaucoup de monde dans la rue demain. On fera le bilan demain soir. On pense à un autre sujet, peut-être pour retrouver un peu de calme. Édouard Philippe, le Premier ministre, vient de passer 3 jours dans le Cher. 3 jours au contact des Français. Il a organisé un certain nombre de réunions, souvent loin des journalistes. Il paraît qu'il a aussi eu un combat de boxe organisé avec 2 étudiants. On ne sait pas s'ils sont membres de la France Insoumise ou non. Alors, officiellement, le but de ce déplacement était de prendre un peu le pouls de la population, peut-être de demander aussi un peu aux Français leur avis, sur un sujet qui fait polémique, celui de la baisse de la vitesse à 80 km/h. Écoutez ce que le Premier ministre répond quand on lui dit que un certain nombre de Français, et pas seulement dans le Berry, ne sont peut-être pas d'accord.
Les seuls qui m'ont parlé de ce sujet, ce sont les journalistes et les élus. 3600 morts. 3600 morts tous les ans sur les routes françaises. 72 000 blessés, dont 25 000 blessés graves tous les ans. On a réussi à faire baisser le nombre de morts et le nombre de blessés graves sur les routes françaises depuis 15 ans ou 20 ans. On l'a fait à chaque fois avec des mesures qui venaient, c'est vrai, contraindre un peu la liberté des Français, en les obligeant à porter une ceinture, ce qui a été très impopulaire au début. Nous considérons que si nous voulons faire baisser significativement le nombre de morts ou le nombre de blessés graves, il faut baisser cette vitesse. Alors, c'est juste un exemple d'un des thèmes abordés. On peut quand même se poser la question, Guillaume Bernard, s'il n'y a pas d'annonce concrète et si c'est pour dire un peu aux Français circuler, il n'y a rien à voir, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose d'aller comme ça au plus proche des populations ? Ça crée un événement, ça permet de parler du Premier ministre. La preuve, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est exactement ça, d'en parler plutôt que de parler d'autre chose. Très sincèrement, le fait de dire que l'équipe de Matignon se déplace en province, ça ne rendra pas les mesures plus justes ou plus populaires qu'ils les prennent dans le Berry qu'à Paris. Bon, cela dit, moi qui suis peu favorable au jacobinisme, j'en conviens, je suis tout à fait prêt à le reconnaître. Quand le Parlement de Paris se déplaçait en province pour faire des grands jours et faire des sessions des sessions judiciaires pour être plus proche, je dirais, des justiciables, ça n'était pas plus mal. Bon, que Matignon se déplace, pourquoi pas. Ce qui aurait été peut-être plus intéressant, c'est de voir si le Premier ministre allait oser se déplacer avec des ministres. Parce que là, il n'est parti qu'avec son équipe. Alors, il y a quelques ministres qui l'ont accompagné aussi. Hein. Il n'est pas allé jusqu'à... Il y a quand même quelques ministres, dont Bruno Le Maire, qui sont venus un peu avec lui quand même. Mais il n'y a pas eu de conseil des ministres officiel. Il n'y a pas eu de conseil de cabinet, il n'y a même pas eu de conseil interministériel. Bon, parce que le président est en Australie, en Nouvelle-Calédonie, avec d'autres ministres. Donc c'est difficile d'organiser. Ah oui, c'est ça. Il y en a une partie, notamment le ministre de l'Éducation nationale, évidemment les Affaires étrangères et Sébastien Lecornu aussi, qui est en Voilà, il y a toute une délégation qui est dans l'hémisphère sud. Il y a le Berry, vous voyez. Voilà, Et Benjamin Grange, est-ce qu'à votre avis, c'est utile ce genre de visite ? Juste, on vous a demandé votre avis sur Twitter. Trouvez-vous que la délocalisation de Matignon dans le Berry pour quelques jours est un bon symbole ? 40% oui, 60% non. Benjamin. Écoutez, quand on écoute les Français et ce qu'ils disent, c'est un entre-deux qui n'imprime pas beaucoup. C'est-à-dire que pas beaucoup d'annonces. On ne sait pas bien ce qui s'est véritablement passé. Et quand on regarde les traces que ça a laissées, c'est plutôt l'encéphalogramme plat. Donc en d'autres termes, si c'était un coup de communication, c'est un coup plutôt d'épée dans l'eau qu'autre chose. Et donc ça pose la question, quitte à marquer finalement le symbole que d'aller en région pour marquer l'intérêt, discuter avec les citoyens, etc., de scénariser tout ça un peu mieux. L'événement, en l'occurrence, n'est pas totalement réussi. Alors, pendant que Édouard Philippe était dans le Cher, Marlène Schiappa, la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes, elle aussi était en voyage. Elle est allée moins loin. Elle s'est arrêtée à Trappes, dans les Yvelines, et elle faisait ce matin sur France Inter le bilan de son déplacement. Déjà, y aller, c'est aussi le retour de l'État. Les gens étaient surpris, les gens étaient étonnés qu'il y ait des ministres qui soient présents à Trappes. Mais ça, c'est un jour sur... Non, c'est 3 jours, c'est pas un jour, pardon, premièrement. 3 jours sur l'année. Et deuxièmement, c'est pas 3 jours sur l'année. Nous, on va lancer justement un tour où on va délocaliser régulièrement comme ça l'activité de mon cabinet dans des banlieues pour être présent. Et être présent, c'est la base du diagnostic. Vous savez, c'est ça l'identité d'Emmanuel Macron et de La République En Marche, c'est faire un diagnostic concret de terrain, en porte-à-porte. On frappe chez les gens, on leur demande qu'est-ce que vous voulez qu'on change dans votre quartier, dans votre vie. Et c'est comme ça qu'on nourrit nos politiques publiques. Étienne Gérard, je vous sens dubitatif. Ce que ça m'inspire, c'est que la première partie de ce que dit Marlène Schiappa est indiscutable. Aller sur le terrain, oui, c'est très bien. On a assez fustigé les politiques déconnectées pour reconnaître que c'est une bonne initiative d'aller dans le Cher ou à Trappes dans les Yvelines. Mais alors là, je suis beaucoup plus dubitatif, en effet, sur la deuxième partie. Alors, c'est la base du diagnostic. Mais on va en retirer quoi ? Parce que depuis le début du quinquennat, on est plutôt habitué à ce que ce soit des coups de com'. Alors, on va sur le terrain, on explique qu'on entend les gens, mais au final, la politique ne change pas. C'est-à-dire que la politique, c'est celle qu'a annoncé Emmanuel Macron dans son programme présidentiel.
Et donc, il n'en démord pas. C'est d'ailleurs à son honneur, quelque part. Il reste cohérent vis-à-vis de sa ligne, mais il n'écoute pas particulièrement les retours de terrain. C'est plutôt comme un cahier de doléances qu'on transmettrait aux gens, mais qu'on ne lirait pas. D'autant, Laurent Bouvet, que Marlène Schiappa est allée à Trappes. On sait que Trappes est une ville où le communautarisme musulman est extrêmement prégnant, et elle a été d'une grande discrétion sur ce sujet, en tout cas jusqu'à présent. Oui. Alors moi, ce genre de choses m'inspire. Je suis d'accord avec ce qui a été dit aussi bien sur le Berry que sur Trappes. Ça m'inspire autre chose par rapport à ce que dit Marlène Schiappa. Moi, ça m'inspire plutôt une inquiétude. L'obligation, c'est de la communication, on est d'accord, mais le fait que les ministres aillent sur place et disent voilà, pour se rendre compte, etc., alors c'est très bien, il n'y a aucun souci, mais ça veut dire aussi qu'il y a un problème avec la structure de l'État, la présence de l'État sur les territoires, que ce soit des territoires ruraux comme dans le Berry, des territoires de banlieue comme à Trappes ou périurbains, ou des territoires. Il y a un problème de... si les ministres sont obligés d'aller avec leur cabinet sur place pour rencontrer les gens, pour faire les diagnostics, etc., enfin, il y a une structure de l'État, il y a des services de l'État, il y a une organisation, il y a des élus locaux, normalement, tout ça devrait être organisé pour que les ministres soient parfaitement au courant, sachent exactement ce qui se passe, etc. Donc, on voit que ce soit en matière de renseignement pour la police, que ce soit en matière d'action locale. On a parlé la semaine dernière du plan banlieue de Jean-Louis Borloo, etc., etc. On pourrait démultiplier dans l'éducation, etc. On a un problème aujourd'hui de remontée de l'information, de traitement de l'information et de réaction à cette information. Et là, on voit l'affaissement de l'organisation de l'État. Alors, il y a des problèmes de moyens, d'organisation. Quand on a supprimé les renseignements généraux, on connaît tout ça. Mais il y a aussi un problème de manière dont on établit ou rétablit une forme d'autorité, une forme d'action publique qui commence par une présence visible, compréhensible par les citoyens de l'État sur les territoires. Et je ne pense pas que ce soit... en déplaçant des cabinets ministériels ici ou là, qu'on va changer ou améliorer cela. Donc moi, je relierais ça à ce problème de l'action publique de manière générale. C'est un peu un aveu d'échec. Ouais, si vous êtes aussi assez critique dans vos commentaires, chers internautes. Antimac nous dit, d'accord avec Benjamin Grange, c'est un coup d'épée dans l'eau, tandis que Nick nous dit, Schiappa se plante, c'est trop de la com, cela donne l'impression qu'ils n'ont rien à faire. Covey, lui, est plus positif. Il dit que c'est une bonne initiative. Peut-être aussi, Étienne Girard, que ce genre d'opération vise à contrebalancer l'image d'un Emmanuel Macron très distant et finalement peu en contact avec ce qu'on appelle par facilité les vrais gens. Oui, absolument. Mais les vrais gens, comme vous dites, ne s'y trompent pas. Ce genre d'opération, ça n'a jamais rapporté de part de marché électorale. Ce qui est important pour les gens, c'est un emploi, du pouvoir d'achat, qu'on ne les embête pas trop dans leur vie quotidienne. Et ces demandes, ils les font. Et venir les voir pour leur dire oui, on est en train de relever le pays, c'est le nouveau monde, etc., ça ne mange pas de pain. C'est en effet mieux d'aller sur le terrain que de rester toute la semaine dans un bureau ministériel, mais ça ne suffit pas. Et donc, il faudra des résultats pour le gouvernement. Et c'est quand il aura des résultats que les gens seront satisfaits de la politique du gouvernement. La communication, pas très important finalement. La com, ça passe. Puis, un dernier mot là-dessus. Un mot en quelques secondes. En théorie, normalement, le diagnostic, ils l'ont fait lorsqu'ils ont préparé leur programme pour se présenter aux élections. Donc, normalement, ils devraient être là, effectivement, dans l'action. Et puis, s'ils veulent prendre véritablement le pouls de l'opinion publique, ils peuvent réformer l'article 11 et mettre un vrai référendum d'initiative populaire. On ne sait pas, ça pourrait peut-être intéresser les citoyens. Voilà, et le dernier mot va revenir à 34, qui lui est plutôt séduit, qui nous dit c'est fou quand même. Avant, les gens voulaient que le gouvernement soit plus proche des gens, et dès qu'ils le font, c'est de la com, sous-entendu, on les accuse de faire de la com. On passe à un autre sujet qui n'a rien à voir. Il y a 50 ans, c'était mai 68, et nos confrères de Libération ont commandé un sondage pour savoir si les Français considéraient que l'héritage de mai 68 était positif. Eh bien, la réponse est assez massivement oui. 70% des sondés considèrent que mai 68 a eu un impact positif sur la société française. Alors,
Ça m'intéresse beaucoup d'avoir votre avis sur cette question. Je vous propose d'écouter d'abord un point de vue plutôt nuancé, voire un peu négatif. C'est celui de Patrick Buisson. Vous savez, l'ancien conseiller politique de Nicolas Sarkozy. Patrick Buisson était l'invité au mois de mars dernier des rencontres du Figaro. Ces grandes soirées où des personnalités rencontrent des lecteurs du Figaro. Ça se passe à la salle Gaveau à Paris. Et pour Patrick Buisson, l'essentiel du bilan de mai 68, c'est l'avènement de la société de consommation, ce qu'il appelle la révolution consumériste. Écoutez-le. C'est plus qu'un moment culturel, c'est la révolution consumériste qui nous tombe dessus. C'est-à-dire, en fond, l'économisation de la société. Cette jeunesse, elle va être, comme le dit Kundera, la collaboratrice inconsciente de cette révolution consumériste. Et en même temps, il se produit un phénomène considérable, c'est que le substrat culturel cesse d'être l'imprimé pour devenir l'univers du sonore et de l'image. C'est vrai ça, Étienne Girard, ce qu'on retient de mai 68, c'est finalement l'avènement de la société de consommation ou ça vous paraît sévère? Non, ça me paraît pas tout à fait exact. Il me semble qu'en 1968, il n'était pas inéluctable que les événements de mai débouchent sur une société de consommation comme on en vit aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que mai 68, c'est quand même les accords de Grenelle, des grands accords pour les syndicats, une augmentation accords sociaux, du SMIC, augmentation massive des salaires. Augmentation du SMIC de 35% quand même, et c'est la libération des mœurs. Et je pense que c'est ça que veut dire Patrick Buisson, c'est-à-dire que lui, il y voit une exaltation de l'individualisme qui débouche sur la société de consommation. Que ce soit une exaltation de l'individualisme, peut-être, oui, parce que c'était une exaltation de la libération des mœurs, du libéralisme politique et au sens le plus noble du terme, mais je vois pas de pendant direct entre ce qui s'est passé ensuite et ces événements-là, non. Alors, je vous livre un autre point de vue. Peut-être avez-vous eu le temps de voir qu'à côté de Patrick Buisson, dans cette rencontre du Figaro, il y avait le sociologue et philosophe Jean-Pierre Le Goff. Lui aussi, on lui a demandé son diagnostic. Et pour lui, mai 68, c'est avant tout une rupture dans la transmission. C'est un peu du passé, faisons table rase. Regardez. Ce n'est pas les 68ards qui ont inventé la fin des 30 Glorieuses, ni le développement du chômage de masse. Ce n'est pas les 68ards qui ont inventé le problème des banlieues. Ce n'est pas les 68ards qui ont inventé l'islamisme radical. Moi, ils ont une responsabilité, les 68ards. Il y en a une que je reconnais, c'est la rupture dans la transmission et qu'ils n'ont rien construit et qu'ils ont rompu le fil. Ça, oui. C'est votre avis? Ils ont rompu le fil, ceux qui ont fait mai 68. Il me semble que lorsque... alors, il y a deux mai 68, il y a le mai 68 étudiant et entre guillemets bourgeois, puis il y a le mai 68 ouvrier social. Les accords de Grenelle, mais France, parce que les mai 68 étudiants, il y en a eu dans beaucoup de pays, alors qu'en France, il y a eu... Voilà, mais je crois qu'il ne faut pas confondre les deux. Et le mai 68 ouvrier, il a profité des circonstances de l'affaiblissement du pouvoir pour pouvoir imposer Grenelle. Bon. Alors, sur le mai 68 étudiant... D'abord, il me semble que ce n'est pas une révolution au sens d'une lutte des classes, c'est une révolution interne à, disons, la bourgeoisie au sens large du terme, et plutôt un conflit entre générations. Et de ce point de vue-là, quand mai 68 attaque l'autorité, la société patriarcale, elle conduit évidemment à autorité qui est assimilée avec la domination. Elle conduit, dans le fond, à dire que les corps sociaux doivent être atomisés. Et de ce point de vue-là, je rejoindrai plutôt, effectivement, ça ne vous étonnera pas, Patrick Buisson, sur le fait de dire qu'à partir du moment où les corps sociaux sont atomisés, à partir du moment où, par exemple, les enfants ne vont pas consommer comme leurs parents, à partir du moment où les femmes vont travailler, on crée une société de consommateurs plutôt qu'une société de producteurs. Je ne dis pas que les 68ards avaient l'intention de faire cela. Mais en revanche, que ça a abouti à cela et que ça ait conduit, que ça ait favorisé à cela, il me semble que c'est assez indubitable. Benjamin Grange, qu'est-ce qu'on en dit sur les réseaux sociaux, dans l'opinion? C'est un sujet qui intéresse les gens, cet anniversaire de mai 68? Pas tellement, en fait. Voilà, pas tellement. Et c'est plutôt un autre angle que je voulais éclairer, qui est en fait un phénomène que l'on connaît beaucoup en communication, puisque ça fait 50 ans qu'on nous parle mécaniquement de mai 68, avec cet anniversaire, et finalement, plus on en parle, et quel que soit le bilan, et quelle que soit la réalité du mai 68 que vous avez éclairé, plus on va en parler,
plus on va avoir une perception positive de mai 68, de manière mécanique. Et d'ailleurs, votre sondage l'évoque. Et donc ça, c'est quelque chose que l'on connaît vraiment en communication, où finalement, chaque fois qu'on va augmenter la répétition d'un phénomène, eh bien, on va accroître au fil de cette répétition une perception positive. C'est la logique de la première fois que vous écoutez une chanson, vous êtes surpris, et puis à la 20e fois, vous commencez finalement à l'apprécier. Donc on a un phénomène mécanique, sans même connaître avec le détail et la finesse de votre analyse, la réalité de ce mai 68, et qu'est-ce que ça recouvre comme acquis social, économique, etc. Et même si on n'a pas cette connaissance-là, eh bien mécaniquement, on va en avoir une appréhension beaucoup plus positive, et d'ailleurs, au fil des années, encore plus. Alors, quelques commentaires sur Internet. 34 qui nous dit « Oui, le bilan est parfaitement positif pour la génération des seniors actuels qui a bien joué ses cartes. » François nous dit que c'était une mascarade. Nick nous dit que c'était des gamins qui ont fait un caprice et qui n'ont jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui, ou ce sont des pépés qui ne veulent pas vieillir. Et puis, Antimac 2.0 nous dit « Il y a eu du positif, mais aussi du négatif, surtout au niveau du respect de l'éducation. » Quel est votre point de vue sur ce sujet, Laurent Bouvet? Bilan globalement positif? Oui, moi c'est compliqué. Moi je suis né en 68. J'ai entendu toute ma vie parler de 68. Là, je pense que c'est la dernière fois qu'on fête une décennie. La prochaine fois, il y aura beaucoup moins de 68 arts pour venir à nouveau à la télévision, partout, faire des livres en disant c'était formidable, on a tout compris. Donc ça va être plutôt reposant de ce point de vue-là. Mais c'est pour l'anecdote. Non, ce qui est important dans 68, c'est que c'est une génération, on peut faire une analyse générationnelle, c'est la génération du baby-boom, très nombreuse, de l'après-guerre, très nombreuse, qui arrive à la conscience politique, qui arrive à la massification de l'enseignement, qui commence la massification de l'enseignement supérieur. C'est comme ça que ça commence, le mouvement du 22 mars avec, à Nanterre, c'est le début, avant mai, du mouvement étudiant, qui se relie à une jeunesse internationale qui est dans les mêmes conditions et qui conteste déjà la société de consommation. C'est pour ça que c'est une ruse de l'histoire, par rapport à ce que disait Patrick Buisson dans votre sujet tout à l'heure. Et qui conteste le vieux monde, cours camarade, le vieux monde est derrière toi, donc qui conteste la société patriarcale, l'autorité, etc., etc. On voit ça dans de nombreux pays. Il y a des 68 au Mexique, il y en a en Allemagne, il y en a aux États-Unis, il y en a dans tout un ensemble de pays, faits par le même type d'étudiants, ces jeunes, la pointe avancée, éduqués, des jeunes baby-boomers. Ce sont des gens qui n'ont pas connu la guerre, sauf dans le cas américain avec la conscription du Vietnam, qui est un cas très particulier, mais sinon qui n'ont pas connu la Seconde Guerre mondiale ou évidemment en France la guerre d'Algérie. Donc c'est une situation extrêmement particulière. À partir de là, ils vont créer une forme d'hégémonie culturelle. C'est ça qui est très intéressant. C'est sans doute aussi ce que voulaient dire à la fois Buisson et Le Goff. C'est-à-dire qu'ils vont... leur manière de voir le monde contre l'autorité, dans un individualisme, dans une version hédoniste, avec quelque chose de positif, pour le coup, la libération des mœurs, l'IVG, etc. Enfin, quoi qu'on en pense, c'est quand même des éléments historiques importants. Ils vont placer, si vous voulez, des éléments dans la société en disant voilà ce qu'est la modernité, le progrès désormais, etc. Avec la ruse de l'histoire sur la société consumériste, sur l'hyper-individualisme, sur la déstructuration des grands cadres idéologiques qui commencent à s'effriter dès cette période-là. Et ça a fixé les nouvelles règles. Et donc on est dans un moment comme ça de définition. Mais c'est un moment un peu aussi d'une révolution. Pour la France, 68 vient après, 36, etc. On rejoue les révolutions du 19e siècle, mais sous la forme, comme disait Marx, d'une farce plutôt que d'une tragédie. C'est-à-dire quand ça se renouvelle. Donc on est dans quelque chose qui est... qui ne m'intéresse pas beaucoup. Je veux dire, on est passé, à mon avis, il faut qu'on passe au-delà de ça. Il faut que toute cette génération, tous ces gens qui ont voulu absolument revivre leur jeunesse et que leur jeunesse soit le point de départ de toute la nouvelle société française, il faut qu'ils laissent un petit peu peut-être à d'autres générations. Peut-être ce qui se passe aujourd'hui avec les plus jeunes et les étudiants aujourd'hui, c'est aussi les conséquences de cela, qu'ils les laissent un petit peu plus respirer. D'accord. Alors on va, avant de passer à un autre sujet, je voudrais quand même vous renvoyer à un hebdomadaire dont je ne saurais trop vous recommander la lecture, le Figaro Magazine. Il y a quelques semaines, on a fait un dossier sur le bilan de mai 68, un bilan un peu critique. Il faut dire que c'est Éric Zemmour qui l'avait fait. Et ça n'a pas totalement plu à l'excellent Daniel Cohn-Bendit, l'un des héros de ces années-là. Écoutez ce qu'il disait ce matin de notre dossier sur Europe 1.
je trouve ça extraordinaire que la droite, Valeurs Actuelles, ils font tout, Figaro Magazine, vraiment ça les prend encore à la gorge. Dès qu'ils entendent de 68, alors maintenant ils ont des nouveaux, il y a Monsieur Zemmour, il y a Monsieur Finkielkraut, il y a Natacha Polony. Encore un dossier dans Valeurs Actuelles cette semaine. Ouais. Ils n'arrêtent pas, c'est la fin du monde, 68. Alors, vous vous rendez compte de dire que c'est la fin du monde il y a 50 ans. Les pauvres, alors qu'est-ce qu'il a fait ce pauvre monde pendant 50 ans, hein? La famille a été détruite. Pauvres familles qui depuis 50 ans se sont reconstituées, se sont défaites, etc. À cause de 68, ils n'arrivaient pas à trouver la paix. Enfin, moi je trouve ça ridicule. Alors je me trompais parce qu'en fait c'était le mois dernier, mais ça m'a tellement marqué que j'ai l'impression que c'était ce matin, la déclaration de Daniel Cohn-Bendit, à qui nous allons offrir un abonnement à vie au Figaro Magazine, parce qu'on n'a jamais écrit que c'était la fin du monde. Peut-être est-ce la fin du sien, mais ça c'est un autre sujet. Guillaume Bernard, vous vouliez ajouter quelque chose? Un tout petit mot. Il y a mai 68, ses conséquences, mais il y a aussi l'usage politique de mai 68. C'est-à-dire qu'en fait ça a servi à quoi? Ça a servi à faire un chantage en disant vous êtes obligé de céder aux progrès ou aux réformes ou aux avancées ou aux demandes sociales et sociétales, sinon vous avez le risque d'avoir un nouveau mai 68, c'est-à-dire la société bloquée à cause d'une grève et la jeunesse dans la rue. Donc mai 68 a aussi servi par la suite à favoriser le fait qu'il y ait toujours un effet de cliquet supplémentaire qui s'ajoute dans le progressisme sociétal. La peur de la jeunesse dans la rue qui est devenue récurrente désormais à partir de 68 pour tous les gouvernements. Je laisse le dernier mot aux internautes qui sont plutôt sévères. Jacques qui nous dit « Mai 68 est un épiphénomène ». Car même en l'absence de cette révolte parisienne, la société se serait de toute façon transformée, tandis que Nick nous dit 68, c'est la naissance des bobos qui nous auront pourris pendant 50 ans. Ben voilà qui est dit. On passe à un autre sujet et à une autre couverture, si vous le voulez bien, du Figaro Magazine, mais celle-là, c'est celle de ce week-end. Je suis là, donc j'en profite. Nous consacrons la couverture du FigMag aux syndicats et à l'argent caché des syndicats. Caché parce qu'en fait, les syndicats ont de gros moyens financiers. Alors, ils ont toutes les subventions publiques qui leur sont données. Ils ont tous leurs permanents qui sont rémunérés par les institutions qu'ils co-gèrent, notamment les institutions sociales. Ils ont aussi touché, ça c'était hier, un chèque d'1 million d'euros. Quand je dis eux, ce ne sont pas les syndicats directement, mais les cheminots en grève, avec une levée de fonds populaire organisée par des intellectuels, on va dire, plutôt à gauche. Il y a une thèse, qui est celle qu'on développe dans le FigMag de ce week-end, c'est de dire peut-être que si les syndicats avaient moins d'argent public, ils auraient plus d'adhérents, parce que comme ça, ils auraient besoin des cotisations pour vivre, et ils seraient un peu plus proches des salariés et un peu moins dans le bazar organisé. Est-ce que est-ce que c'est un point de vue caricatural? Je ne me permettrai pas de dire. Non, mais que les syndicats perçoivent énormément d'argent public, ce n'est pas une surprise et ça ne me choque pas outre mesure. Ce qui est plus intéressant, ce qui pour moi est le nerf de la guerre, c'est l'utilisation que font les syndicats de cet argent. Et c'est là qu'il y a un vrai sujet. En effet, ce qui est important, c'est quel est le degré de transparence de l'utilisation de cet argent. Et effectivement, aujourd'hui, l'utilisation de l'argent par les syndicats est totalement opaque, notamment par ce que font de cet argent les états-majors des syndicats. À chaque fois qu'un salaire d'un dirigeant syndical fuite dans la presse, on est estomaqué. On apprend que les dirigeants syndicaux gagnent au bas mot 7 ou 8 000 euros, si ce n'est plus. Un dirigeant de la CFTC, ça a fuité, je crois, la semaine dernière, qui gagnait jusqu'à récemment 17 000 euros par mois. Voilà, là, il y a un vrai sujet. Et c'est prendre la carte. Oui, ça vous donne ce tarif-là. Adhérez demain, camarades. Vous verrez, on donne quelques informations de ce genre dans notre dossier de ce week-end. Benjamin Grange. Moi, j'avais deux remarques sur les syndicats et les sujets qu'on vient d'évoquer. Le premier, c'est la manière dont on en parle sur les réseaux sociaux. Et en fait, on s'aperçoit que les syndicats, ils n'ont pas passé la maîtrise de cet outil des réseaux sociaux. Autant les partis politiques l'ont fait, et d'ailleurs on l'a vu, autant les mouvements très violents utilisent Internet et les réseaux sociaux comme un moyen de synchronisation pour se retrouver, donc avec les effets négatifs que l'on connaît. Mais aujourd'hui, les syndicats n'ont pas encore acquis cette maîtrise. Et ça pose une vraie question, c'est comment peuvent-ils défendre la cause qu'ils défendent et du côté des syndicats quand ils ne comprennent pas l'un des leviers majeurs
qui fait la compétitivité des entreprises. Donc ça, c'est la première remarque que j'ai. Le deuxième, vous l'avez un peu évoqué, c'est ce que j'appellerais l'asymétrie de transparence. Parce que, évidemment, les entreprises, aujourd'hui, sont soumises à des impératifs de transparence, soit qui viennent du réglementaire, les commissaires aux comptes, la rémunération des dirigeants dans les rapports annuels, et puis on a aussi des comités d'éthique, on a la compliance, on a énormément de choses qui forcent finalement soit à ouvrir le capot des entreprises, soit à dire exactement ce qu'il en est. Et de l'autre côté, on a finalement des syndicats dont on a l'impression qu'ils vivent encore comme au XIXe siècle. Donc cette asymétrie, pour moi, elle pose un vrai sujet de transformation. C'est-à-dire que les entreprises ont évolué avec des bons et des mauvais côtés, mais en tout cas sur la transparence, il y a eu un mouvement assez louable. On ne peut pas considérer aujourd'hui que les syndicats aient évolué avec au moins à la même vitesse. Quelques points de vue de nos internautes. Béatrice qui nous pose la question, est-ce que ça se passe dans les autres pays? Les syndicats sont-ils financés par l'État? Ils le sont moins quand le taux de syndicalisation est plus élevé parce que les cotisations des membres permettent de financer le système. Nick qui nous dit, moi citoyen, si je veux un syndicat, j'adhère. Il est inadmissible que l'on me vole des impôts pour cela. Tandis que Bon Sens Paysan nous dit, les syndicats ne font pas le travail de défense de salariés, ils font de la politique. Et puis sur Twitter, on vous pose la question, selon vous, l'État doit-il continuer à financer partiellement les syndicats? La réponse aux 3/4 est non. Guillaume Bernard, est-ce aussi votre avis? Est-ce qu'il faut leur couper les vivres? Oui. Alors, non seulement il faut leur couper les vivres publics, hein, j'entends pas oui, la mais mort là, du attendez, cheval. non, parce que je vais être un peu plus précis. Les cotisations, dans le rapport Perruchot, vous savez, qui avait été enterré en novembre 2011, les cotisations, c'est 3 à 4% des revenus des syndicats. Tout le reste, c'est donc des détournements, une confusion de caisse entre le comité d'entreprise et puis la force syndicale. C'est les mises à disposition, non seulement dans les entreprises publiques, 30 à 40 000 personnes, temps plein, dans les administrations, 15 000 temps plein. Je vous renvoie aux travaux de Dominique Andelfato. Et il y en a également dans les entreprises privées. Mais en outre, il n'y a pas que l'argent public, ou le détournement, ou les moyens, d'obtenir des subventions. Je vous rappelle que depuis 2014, il y a une cotisation de 0,016% qui est prélevée sur la masse salariale de toutes les entreprises, c'est-à-dire les salariés du privé. Les salariés du privé qui financent les syndicats. Le gouvernement Hollande a créé un financement privé avec l'argent des salariés, mais qui est un financement privé pour les syndicats, qui est en fait canalisé par l'État pour les syndicats. Et la moitié pour les syndicats de salariés, la moitié pour les syndicats patronaux. Parce que c'est là où il ne faut quand même pas oublier, c'est que le MEDEF qui se plaint de l'augmentation des charges sociales, en revanche, il ne se plaint pas de cette cotisation-là. Au départ, il était contre quand même. Alors, je vais vous donner la parole, Laurent Bouvet, mais juste rappeler une chose, c'est que pendant sa campagne présidentielle, Emmanuel Macron avait dit on va mettre en place un dispositif pour faciliter l'adhésion des salariés à une organisation syndicale. C'est-à-dire que quand un salarié adhérait à un syndicat, il avait de l'argent, c'est ce qu'on appelle le chèque syndical. Sauf que le gouvernement a renoncé à ça, et Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, a expliqué, c'était en fin d'année dernière, pourquoi elle n'a pas fait ça. Elle dit parce que les syndicats sont contre. Ils considèrent que le chèque syndical, ça accélère la transformation du syndicalisme vers un syndicalisme de service et les éloigne d'un syndicalisme de militants. Voilà au moins qui a le mérite de l'honnêteté. On est en fait en France aujourd'hui, par rapport à d'autres systèmes du syndicalisme de services, de guichets, etc., qu'on connaît dans d'autres pays, les pays scandinaves, des choses comme ça. On est dans un entre-deux. Le système syndical français, c'était censé être des syndicats qui co-géraient un certain nombre d'organismes, etc., les organismes sociaux, etc., donc qui assuraient un service public, en retour duquel ils étaient rémunérés publiquement. Le problème, c'est que ça a dérivé vers, c'est une loi d'airain des organisations de ce type, quand il y a un financement public, vers la loi d'airain de la bureaucratie, avec une bureaucratisation. Et évidemment, on a privilégié le financement de la bureaucratie par rapport au développement, à la modernisation, des nouvelles manières d'action. D'ailleurs, il y a des syndicats nouveaux qui se sont créés avec des nouveaux modes d'action qui ont concurrencé les anciens. On voit bien aujourd'hui ce qu'il en est, notamment dans les grandes entreprises comme la SNCF.
La question qui se pose aujourd'hui, ce n'est pas uniquement ces financements-là, parce que vous n'avez même pas parlé d'une autre source de financement qui est un gros problème en France, qui est la formation professionnelle. Avec l'argent qui est pris dans ce gigantesque marché, la formation professionnelle, c'est plus de 25 milliards d'euros par an. Donc qui est pris sur ce marché pour financer les acteurs sociaux et qui échappe, qui est fait par des officines qui ne sont pas très bien contrôlées, on ne connaît pas bien le niveau des formateurs, on ne sait pas exactement, tout ça est quand même très très opaque, alors que, par exemple, ça pourrait faire une possibilité de financement des universités, par exemple, qui elles, savent faire de la formation professionnelle. C'est d'ailleurs l'objet d'une réforme annoncée par le gouvernement. Voilà. Je donc vous coupe la parole, ça c'est des éléments de réforme sans couper complètement les vivres publics des syndicats. Ils ont un rôle public. Donc, et sur voilà, ils ont un rôle à jouer, dit Étienne Girard, et ce sera le mot de la fin. La parole est toujours à la Défense dans Point de vue. Et si ce sujet vous intéresse, je vous renvoie vraiment à l'excellent dossier, je le dis en toute objectivité, du Figaro Magazine de ce week-end sur ce sujet. Merci beaucoup à tous les quatre. Excellent week-end à toutes et à tous, comme on dit aujourd'hui. On sera ravis de vous retrouver lundi prochain, même heure, même endroit, pour Point de vue. Bonsoir.